Bonsoir à toutes et à tous. Le décor de Claire Afrique, ou carrément le temple de la littérature, vous est désormais familier, tout comme l'émission. Quant au contenu, nous allons le découvrir au fur et à mesure, mais d'ores et déjà vous dire, l'art retourne dans la banlieue et de deux pour la banlieue. Preuve que c'est un grenier de savoir, de talent, inépuisable, malgré les difficiles conditions d'existence. La preuve, le lycée Limamoulaye. Pour reprendre Bernard Dadjé, un ennui suscite un autre ennui, il s'accouple pour donner des ennuis. Mais au lycée Limamoulaye, quand les ennuis s'accouplent, ils donnent de l'excellence qui arrose tout un peuple. Limamoulaye renaît et fleurit avec plein d'espoir en ses 5300 pépinières semées ça et là sur 40 000 m² de terre fertile pour une culture scolaire. Une terre qui ne cesse de produire depuis la fin des années 70. 1977, avec la pose de la première pierre par le président de la République, enfin l'ancien président de la République, M. Senghor, le professeur Senghor. Et l'année suivante, l'année scolaire suivante, 78-79, sa première promotion de seconde a été prise, mais ne pouvait pas être localisée dans les lieux. Ce qui fait que cette première promotion a travaillé d'abord au lycée Maurice Delafosse pour la première année scolaire. Et ce n'est que l'année d'après, en 79, 80, qu'après inauguration par le président Abdou Diouf, en ce moment Premier ministre, c'est après cette inauguration-là que vraiment les classes ont commencé à être fonctionnelles au niveau de Limamoulaye. Au départ, c'était pour une série technique seulement. Ça s'appelait lycée technique de Pikine. Mais le général s'y est greffé. Il s'y est greffé et a fini même par prendre la plus grosse part. C'est ce qui a amené aux effectifs maintenant de 4 000, 5 000 et même un peu plus de 5 000 élèves. L'effectif a évolué et l'école s'est aussi métamorphosée. Au début, la verdure. La première illustration, au moment d'entrer à l'administration, on pouvait voir du gazon. Ce gazon-là a disparu depuis longtemps. Là où nous sommes, un peu à ma droite, il y avait aussi du gazon. Ce gazon-là a encore disparu. Donc la métamorphose est réelle. Les bâtiments, ils ont énormément souffert. Parce qu'ils n'étaient pas partis pour être utilisés sur une aussi longue durée. Et les tentes ont remplacé certains bâtiments le temps des travaux, moment de galère. Primo, il fait très chaud et d'aucuns disent que si la saison des pluies nous trouve là dans les bâches, on pourra vraiment, on ne sait plus à quel sens se vouer vraiment, parce que des sinistrés, d'aucuns même ont trouvé un nom, camp d'extermination. Comme chez les nazis, comme ça existe chez les nazis, d'aucuns l'appellent case des tout petits. Vraiment, on ne sait plus à quel sens se vouer. La souffrance est là, tout comme l'excellence. Bon, on a eu quand même des pourcentages assez élevés. Parce que l'année dernière, on a eu un pourcentage d'environ 65 à 66% au bac. Au concours général, nous étions premiers, encore avec 21 lauréats. Et ça a commencé vraiment en 2005-2006. Qui dit bon résultat, dit rigueur. Cette excellence-là, ce n'est pas quelque chose de gratuit. La compétition commence d'abord entre les élèves. Et si les élèves se mettent en compétition, imaginez un peu ce que peuvent faire des professeurs. Et la création des cellules pédagogiques y a participé pour beaucoup aussi. Il ne s'agit pas de venir faire son petit cours, ensuite disparaître, non. Le cours qu'on réalise, on le réalise en symbiose avec tous les collègues du département. Et le milieu d'origine aussi, la banlieue a son impact. Le garçon, l'élève, la fille qui sort de chez lui, qui sort de chez elle, avec un certain petit problème, qu'il voudrait résoudre demain,
qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre sinon se cendre les reins et travailler? Parce qu'il a du pain sur la planche. Il a vu comment il vit à la maison. Donc, un élève comme ça se battre, réussir et sortir du lot, je crois que ce n'est pas tellement surprenant. Et dans ces conditions, forcément l'espoir est permis. Il ne va pas mourir de Limamou Moulaye. Il n'y a rien à faire, il sera sauvé. Il est déjà sauvé. Vous avez déjà vu la construction. Je ne sais pas si vous avez visité le bâtiment de seconde ou de première ou de terminale. C'est magnifique. Sur le plan technologique, il n'y a aucun problème. Les gens travaillent, et s'il y a de la volonté aussi bien côté État, gouvernemental, etc., il n'y a aucun problème. Il va être sauvé. L'espoir est tellement fort, la conviction tellement profonde. Alors, patience, et l'école grandira avec son jardin. Depuis qu'on a créé cette micro-jardinage, vraiment, on y voit qu'on y gagne. Puisqu'on est en train de cultiver des nanas et d'autres légumes que nous mettrons sur les marchés souvent. Au lycée Limamou Laye, on ne cultive pas que des feuilles de menthe. On ne cultive pas que de la salade. On cultive aussi l'amour du travail, l'amour de la lecture, la passion de la littérature. Et ce n'est pas Ndeye Fatou Ndiaye qui me dira le contraire, c'est la star de la lecture de ce soir. Ndeye Fatou, bienvenue. Bienvenue Ndeye Fatou, prenez place. Vous l'avez sûrement constaté, elle a tout le temps le sourire. Une journée passée avec elle m'a permis de le constater. Chez Ndeye Fatou, rigueur, détermination et humour vont de pair à défaut de rimer. Découvrez. Personne ne doit rentrer. Nonchalante par la démarche, mais ferme dans les convictions et les croyances, son voile ne constitue pas pour autant une barrière. Née entre deux cultures, béninoise et sénégalaise, Ndeye Fatou Ndiaye Ablé Foulain est un esprit libre jusque dans le choix de ses lectures. Jusqu'à un certain âge, je préférais les bandes dessinées du genre Barbie ou bien Charlie, ces genres de livres-là, cette collection. Oui, les trois petits cochons. Mais à partir du collège, j'ai commencé à m'intéresser aux romans, surtout les romans africains. Mais ensuite, je suis passée au-delà de ça. Je me suis intéressée à la littérature française. Mes camarades et moi raffolions de ces contes. Et l'influence extérieure n'a jamais été entre Ndeye Fatou et la lecture. Depuis toute petite, j'aime beaucoup la lecture. C'est ma passion. C'est venu naturellement parce que je ne voyais même pas mes parents lire souvent, ni mes grands frères aussi et grandes sœurs. Mais c'est venu naturellement comme ça. Et tout l'espace sera occupé par les livres. Même quand je cuisine, parce que les week-ends, des fois, je cuisine, j'ai mon livre à mes côtés. Je fais ça, j'ai du temps, je m'assois, je prends mon livre. Aussi, la nuit, je lis jusqu'à m'endormir. Les vacances passées, je me suis dit que je vais essayer de compter le nombre de livres que j'ai lus. Mais quand j'ai dépassé 10, je me suis arrêtée et j'ai lu comme ça. Et la religion a aussi sa place dans ses lectures. Ma maman, elle me force, mais ma grande sœur aussi, parce qu'elles sont des adeptes de la confrérie mouride. Donc, parce qu'elles sont tout le temps avec leur chassida et tout ça. Mais moi, je prends un peu trop de temps à faire ça. Donc, tout le temps, elle me rappelle, il faut faire ça parce que ça va t'aider. C'est bien, quoi. Le Coran, les chassidas, ça t'aide beaucoup. Elle est plongée dans ses lectures et de temps en temps, elle scrute l'horizon pour imaginer son avenir. Métier d'avenir, j'ai pensé à la gestion des ressources humaines parce que le fait de partager les relations humaines, ça m'intéresse beaucoup. Et le fait que je sois dans un club ici au lycée, ça me permet d'avoir des relations avec les gens, la société, la sociologie aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est la branche qui m'intéresse le plus pour le moment. 3 autres rêves de Ndeye Fatou. 3 de mes rêves.
D'abord, ma maman et mon papa, il faut absolument que je réussisse. C'est pas parce que, par exemple, mes grands frères ont réussi, ma maman et mon papa peuvent avoir ce qu'ils veulent, mais moi je veux faire, pour ma part, je veux faire quelque chose pour eux. Je ne peux pas rendre la monnaie de la pièce, mais il faut que je fasse quelque chose pour eux. C'est ça, et mes études aussi, avec l'aide de Dieu, je veux réussir, Inch'Allah, et suivre la branche que j'ai choisie, réussir là-bas aussi, et avoir une vie professionnelle assez rangée, une vie familiale assez rangée, avoir ma famille, mes enfants, et qu'ils puissent bénéficier d'une bonne éducation. Tiens, comme elle parle de famille, allons dans son jardin secret. J'aime beaucoup danser. À la maison, je me cache, je danse, mais danser, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'exception, toutes les danses. Oui. Bien sûr. Ma voix n'est pas fameuse, mais j'aime chanter aussi et tout ça. Sortir avec les amis, ça j'adore, oui. Et être ici aussi au club de français, je peux rester là du matin jusqu'au soir. Je ne vois pas le temps passer. Toutes mes activités tournent autour du club. C'est une famille pour moi, parce que c'est un groupe d'élèves qui sont là, présents, on passe tout notre temps ensemble, on a des objectifs. On essaye d'intéresser les élèves à la langue française. Moi je le souhaite, moi je veux être avec les clapiens. Défendre la langue française tout en conservant ses origines béninoises dans la peau de la sénégalaise Bontan. On était en classe. Comme moi je parle trop, j'étais en train de palabrer comme ça. Donc le professeur, malheureusement, il m'a demandé de sortir. Mais pour dire ça, il a dit, tu prends la porte. Donc moi, je suis allée, j'ai tenu la porte comme ça. J'ai dit, mais monsieur, c'est trop lourd. Il m'a dit, tu prends la porte. J'ai dit, ah les gars, venez m'aider à prendre la porte. Merci beaucoup. Ndeye Fatou Ndiaye, une forte personnalité, beaucoup d'humour. Ndeye Fatou, merci d'avoir accepté de partager ton jardin, entre guillemets, secret avec nous. Et aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres jardins, d'autres vies à travers le regard de l'aveugle de Mamadou Samb. Mamadou Samb, disons, le neurochirurgien de la société ou bien de l'écriture sénégalaise. Vous avez la parole, Ndeye Fatou. Merci beaucoup à vous. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades, bonjour chers professeurs aussi. Merci de m'accueillir, moi et mes camarades, aujourd'hui sur votre plateau. C'est un réel plaisir pour nous. Tout le plaisir. Bonjour aussi à tous les clapiens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à ce plateau. Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb. D'abord, pour parler de l'auteur du regard de l'aveugle, Mamadou Samb, c'est un homme d'abord très ouvert, très aussi engagé pour son pays. Parce que, comme vous l'avez vu, dans ses écrits, il essaye toujours de traduire la société sénégalaise à travers ses écrits, de voir les maux, les vices de la société sénégalaise. En quelque sorte, il ouvre le cerveau de la société sénégalaise. C'est ça, parce que ces romans ne sont pas seulement sociologiques, mais aussi psychologiques. Parce que ces écrits essayent de travailler sur la mentalité des lecteurs. Donc, c'est un neurochirurgien, comme vous l'avez dit, un psychologue aussi. C'est aussi l'auteur des Jeunes, avec son Grand Prix des lycéens. Oui, l'auteur des Jeunes, parce que nous avons eu à le rencontrer. Et c'était la première fois, mais malgré ça, on s'est senti à l'aise. Lui-même, il l'a dit, souvent, surtout les jeunes filles, apprécient bien parler avec Mamadou Samb, se confier à Mamadou Samb. La preuve avec de pulpe et d'orange. De pulpe et d'orange, c'est ça. Donc, il est l'auteur des jeunes et surtout des jeunes filles. Alors, aujourd'hui, on va parler du regard de l'aveugle, bien sûr, de Mamadou Samb. Le regard de l'aveugle qui retrace l'histoire, la vie d'une petite fille, Oulimata, une histoire qui commence juste à côté de nous, Bamako. Oui, c'est ça. Parce que Oulimata, c'est une jeune malienne qui vivait dans le village nommé Tchanfala. Elle a eu à vivre des difficultés dans sa vie
On peut dire que même toute sa vie a été parsemée de difficultés, d'embûches. À l'âge de 4 ans, vers 4 ans, 5 ans, elle a dû subir les affres de l'excision. Non seulement de l'excision, mais sa mère et sa tante avaient décidé de l'infibuler, c'est-à-dire de la garder vierge pour son mari. Et c'était une opération qui était vraiment atroce. Dans ma lecture, c'est le passage qui m'a le plus marqué. Parce que quand j'ai lu ce passage, j'ai tressailli. Je me suis chauffé. Le couteau chauffé. Parce que c'est quelque chose d'atroce. Moi qui est majeure, entre guillemets, on peut dire, si j'avais à subir ça, ça aurait été atroce pour moi. L'excision, des moments difficiles pour Ouli, parce que dans le livre, elle dit être blessée jusque dans sa chair, dans ses entrailles. Mais la blessure n'est pas seulement physique, Ndeye Fatou, elle est aussi morale, psychologique. Oui, blessure physique, mais surtout morale. Parce que elle a eu à découvrir qu'elle était aussi inférieure à ses camarades. Par rapport à sa caste. Par rapport à sa caste. Même l'habit qu'on les avait donné, qu'elle devait mettre après l'excision, toutes ses camarades étaient habillées en blanc, alors qu'elle était habillée en noir. Une étoffe noire, parce qu'elle était de caste inférieure et elle était la seule. Donc c'était vraiment une expérience abominable. Les filles qui étaient excisées n'avaient pas le droit de montrer leur souffrance. Elle n'a pas pu supporter la douleur. Elle a crié et elle a été la risée de tout le village. Elle a été recluse. Elle était non seulement de caste inférieure, mais elle avait eu honte après son excision avec les cris qu'elle avait poussés. Ça l'a poursuivie. Donc finalement, et durant toute sa vie, elle a vécu avec ça. Heureusement, il y a eu cette perche tendue par son père, Danfa. Oui. Cette perche tendue par son père parce que Danfa a décidé après d'envoyer sa fille à la capitale. Mais avant ça, même au village, elle était devenue très proche de son père. Elle accompagnait partout son père. Il était son seul soutien. Il était son seul soutien. À la suite, il a décidé de l'envoyer à la capitale pour qu'elle étudie là-bas, chez sa tante Fanta, qui, elle aussi, a vécu la même histoire que Oulimata. Donc, elle était plus apte à comprendre Oulimata. Elle était choyée, elle avait tout ce dont elle avait besoin, des études vraiment qui étaient parfaites, mais avec l'ironie du sort, sa tante... Le plaisir ne va pas durer longtemps. Oui, le plaisir ne va pas durer longtemps. Avec l'arrestation de sa tante et de son oncle, elle a dû retourner au village. Et là-bas, elle découvre encore une scène assez terrible. Parce que son village avait été ravagé par une épidémie de cécité. Les habitants avaient quitté le village. Son père était abandonné là-bas, seul. Parce que, selon les villageois, c'était le père de Oulimata qui était la cause de cette épidémie-là. Pour eux, les ancêtres avaient jeté un sort aux villageois quand ils ont découvert que le père de Oulimata a aidé Fanta, sa sœur, à fuir le village quand elle a vécu l'excision. Et parce que quand elle a vécu l'excision, elle a non seulement vécu ça, mais elle a refusé de se marier avec l'homme qui lui était destiné. Donc elle était comme emprisonnée. Son frère l'a aidé à s'enfuir. Et quand les villageois ont découvert ça, ça a coïncidé avec l'arrivée de l'épidémie. Ils ont dit que ce sont les ancêtres qui étaient en colère contre le père de Oulimata qui les ont jetés ce sort-là. Quelques moments de plaisir en ville, retour au village, encore la souffrance qui revient. Mais cette fois-ci, elle est encore beaucoup plus terrible. Beaucoup plus terrible parce que Oulimata est devenue le seul soutien de son père. Elle était devenue les bras de son père, les yeux de son père. Elle était tout pour son père. À cet âge-là, elle a dû devenir responsable. Par moments, elle disait « j'étais Sisyphe, mon père, son père, son rocher plutôt ». Mais elle n'avait ni sommet ni montagne comme pour dire que le combat n'allait pas être facile. Oui, parce qu'elle était très jeune et elle devait prendre en charge son père et elle-même. Elle a dû mettre une croix sur sa vie, sur son avenir, pour prendre en charge son père.
2 jours passés au village, Oulimata a su qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Elle et son père ne pouvaient pas vivre dans ces conditions-là. Donc, ils ont pris la décision de rejoindre Bamako, comme l'avaient fait Oumi et ses parents. Avec des premiers jours terribles. Oui, des premiers jours terribles parce qu'ils ont dû faire le chemin à la marche jusqu'à Bamako. C'était des jours terribles. À leur arrivée, heureusement, son père avait des amis là-bas et l'un de ses amis, Tchekoura, a bien voulu les héberger. Mais plus tard, il leur a fait savoir que les aveugles vivaient de la mendicité. Il fallait qu'ils aillent mendier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est là qu'a commencé la mendicité de Oulimata et de son père. Reparlons, Ndeye Fatou, des premiers jours à Bamako ou bien ces jours passés à Mandjé. Oulimata se décrit quelque part sale, des cheveux avec des croûtes, comme elle dit. Elle reste des jours sans se laver. Des moments terribles pour quelqu'un qui a par moment ou bien un moment donné de sa vie vécu entouré dans un cocon familial très très chaud entre Tante Fanta et Tonton Saliou. Ce fut un coup dur, très très dur pour une jeune fille de son âge. Un coup dur parce que Oulimata, elle ne prêtait plus attention à elle-même. Son seul intérêt, c'était s'occuper de son père. Donc elle n'avait plus le temps, elle ne voyait pas comment elle était, plus le temps de bien s'habiller, de se laver. Et elle s'est rendue compte de ça lorsque un jour, en mendiant, elle a rencontré une camarade de classe qu'elle avait quand elle vivait avec sa tante Fanta, Ramatoulaye. Ramatoulaye, avec le regard que Ramatoulaye avait posé sur elle, et elle, quand elle a regardé Ramatoulaye, elle l'a vue bien habillée, bien tressée, avec les chaussures. Elle s'est rendue compte que vraiment, sa vie était devenue un échec, quoi. Un échec, mais Ouli souffrait aussi du regard des autres. À la limite, elle étouffait dans la ville. Elle étouffait dans la ville parce que cette ville, elle a vécu dans cette ville. Donc, elle évitait certains endroits pour ne pas rencontrer des personnes qui la connaissent. Donc, elle étouffait dans cette ville-là. Elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut à sa guise. C'était comme une prison pour elle, la ville. C'était comme une prison pour elle. Alors maintenant, il fallait partir loin. Et c'est Oulimata, une amie du village, plutôt Oumi, une amie du village, qui lui a mis la puce à l'oreille. Oui, parce que quand elle mangeait, Oulimata, quand elle mangeait avec son père à la gare, c'est là-bas qu'elle a rencontré Oumi, qui partait avec ses parents pour rejoindre la capitale sénégalaise. C'est là-bas qu'elle a rencontré Oumi. Oumi lui a expliqué qu'à Dakar, parce que pour eux, Dakar c'était l'Eldorado, le paradis. Donc Oumi et ses parents ont décidé de rejoindre Dakar. En ce moment-là, Oulimata n'avait pas les moyens, mais elle a décidé à ce moment-là qu'elle ferait tout pour rejoindre aussi Dakar avec son père. Le trajet n'a pas été facile. Oui, le trajet n'a pas été facile parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer le billet de Bamako à Dakar. 17 000 alors qu'elle ne récoltait que 200 francs par jour. Donc elle a dû Elle a dû entrer dans le train, cacher son père des fois, se cacher elle, ou bien des fois elle disait à son père, quand le contrôleur entre, fais comme si tu étais un aveugle qui demande l'aumône, comme ça on te laisse passer. Mais elle a fait ça 2 fois, c'est passé. La 3e fois, on l'a attrapée, elle et son père, et on les a jetés. À Goudiri. À Goudiri. C'est là-bas qu'elle a rencontré Sidiki, un jeune homme qui les a aidés à rejoindre Tambacounda. Et là-bas, ils se sont débrouillés pour arriver à Dakar. À Kaolack. Après, ils ont fait Kaolack. Disons, le trajet a été Tienfala, Bamako, Kaï, Kidira, Tamba, oui. Kaolack et ensuite Dakar. Dakar, l'Eldorado dans la tête de Ouli, mais Dakar fut plutôt la déception. Oui, la déception de Oulimata parce que c'est à Dakar qu'elle a rencontré la grande misère, qu'elle a vécu ses pires moments, qu'elle a rencontré des personnes aussi, je dirais pas sadiques, mais des personnes qui sont vraiment immorales. Donc Dakar, ça a été vraiment la déception de Oulimata.
Et elle dit par moment qu'en un mois, ses rêves se sont évanouis et sont devenus décrépitude, désespoir, en quelque sorte, elle décrit Dakar avec des mots lourds, très très lourds et par moments poignants. C'est vrai, parce qu'à Dakar, d'abord, elle et son père, ils n'avaient personne qui pouvait les aider à Dakar. Ils ne connaissaient personne. Et ils n'avaient pas de bagages. C'est ça. Ils ont dû dormir à la pleine lune, devant les magasins, manger, et ce n'était pas facile. Ils faisaient la navette entre la place de l'Indépendance, par exemple, avenue Albert Sarraut. Elle nous fait la description de tous ces endroits-là. Ça a été vraiment une expérience encore difficile, parce qu'elle a vécu assez d'expériences difficiles. Et, par moments, on a aussi comme l'impression que c'est certes la souffrance, la misère qui choque Ouli, mais il y a aussi l'individualisme qui règne dans la capitale sénégalaise qui a beaucoup attiré son attention, parce qu'elle a comme l'impression qu'à Dakar, tout ce qui intéresse les gens du matin au soir, c'est la recherche du gain, la quête du gain, pour reprendre les termes de l'auteur. Oui, la quête du gain, parce que la chaleur qu'elle avait trouvée, bien vrai qu'elle a quitté Bamako parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Mais là-bas, au moins, elle avait des personnes sur qui elle pouvait compter en quelque sorte. Il y avait Tchikoura. Mais à Dakar, c'était vraiment... Elle devait vraiment se débrouiller seule. Elle n'avait plus personne. Et comme vous l'avez dit, c'est l'individualisme. Les gens ne donnent le monde que par intérêt. Pour se débarrasser d'un mauvais sort. C'est ça. Donc c'est ça. Donc heureusement, il y a la lecture et la danse qui permettent à Ouli de s'évader, de sortir par moments de cette souffrance, de cette misère qui la tenaille depuis l'âge de 4 ans. Oui. Parce que l'endroit où Ouli et son père dormaient, c'était devant la maison des jeunes, comme on l'appelait. Là-bas se regroupaient des troupes de danse. Et elle, quand elle et son père avaient mangé le soir, elle rentrait et elle allait voir les spectacles. Elle a commencé à recopier les pas de danse et elle s'est rendue compte qu'elle dansait très bien. C'est là-bas que M. Gueye, le directeur de la troupe, l'a remarqué et l'a choisi pour intégrer la troupe. C'est là-bas qu'elle a commencé à danser. Son amour pour la lecture aussi, elle a découvert ça là-bas parce que des fois, il y avait un vendeur de parterre. Elle allait voir ce monsieur-là qui lui prêtait des fois des revues, des livres. C'est ainsi qu'elle a découvert sa passion pour la danse et pour la lecture. Des moments de détente, mais la première déception dans la capitale sénégalaise, en dehors de l'individualisme, disons donc la seconde déception sera son arrestation. Oui, son arrestation parce que c'était injuste. Elle a voulu découvrir la capitale. Oui, avec les lumières et tout ça, elle a voulu découvrir. Elle se promenait la nuit, elle achetait des cacahuètes, elle mangeait, elle regardait les vitrines, les lumières. Mais elle était tellement captivée qu'elle n'a pas fait attention à l'heure. Donc, à une certaine heure, elle s'est rendue compte qu'il faisait tard. Elle rentrait, mais c'est là-bas que la police est arrivée, l'a raflée, la prenant pour une prostituée. C'est là-bas aussi qu'elle a rencontré à nouveau Oumi. Oumi maintenant, elle avait... Son éternelle amie d'enfance. Oui. Oumi avait plongé dans la prostitution. Elle s'était rencontrée au commissariat. Et là, Ouli avait son nom accroché. Là-bas, on disait que maintenant, elle faisait partie des prostituées. Elle a été fichée pour prostitution illégale, c'est bien ça. C'est ça. Là-bas, elle rencontre Oumi. Le lendemain, Oumi lui dit qu'elle doit récupérer son argent chez un client. Ouli l'accompagne là-bas. Mais en réalité, Oumi avait préparé son pour que le blanc puisse profiter de Oulimata. C'était un deal en quelque sorte. Oui, c'était un deal. Et quand Ouli a découvert ça, elle s'est rebellée. Elle a essayé de blesser le blanc. Et celui-là qui se prenait pour le plus fort, il a eu peur, il a dit « Mais elle est folle cette fille,
elle lui a demandé, va-t'en, sors de là. De partir. Oui, de partir. Maintenant, là-bas, elle a retrouvé son père. Elle s'est rendue... Pour Ouli, c'était déception sur déception. C'était déception sur déception, parce que la seule amie qui lui restait l'avait trahi. Donc c'était déception sur déception. En plus de cela, avec la troupe de danse, elle faisait des spectacles, des fois. Du coup, elle avait quelques revenus financiers. Oui, elle avait des revenus financiers. Bien que maigre, mais elle avait quand même des revenus financiers. Et ça l'aidait avec son père. C'est lors de ces spectacles qu'elle a rencontré aussi Kader, qui était son premier amour. Mais malheureusement, encore une déception. Parce que Ouli et Kader avaient fait un accident. Kader, qui avait des parents assez aisés, ses parents ont décidé de l'envoyer en France. Ouli, quand elle s'est réveillée de son coma, elle a su que maintenant, Kader n'était plus là. Et c'est lors de son séjour à l'hôpital. Peut-être, Nefat, avant d'en arriver là, parler un peu de la relation Kader-Ouli. Kader très amoureux, mais à côté de lui, une Oulimata pas très sûre d'elle, qui se voyait tout le temps, cette pauvre fille d'aveugle, cette fille excisée. Quelque part, elle se remettait en question, elle se remettait tout le temps en cause, elle se faisait toute petite à côté de ce fils de milliardaire, entre guillemets. Oui, parce que lors de leur rencontre, Oulimata a tout fait pour cacher à Kader ce qu'elle était vraiment. Quand Kader voulait la raccompagner, elle lui disait « arrête-toi à l'angle de la rue, ne viens pas chez nous ». Mais finalement, elle a même voulu, parce qu'elle disait que c'était trop beau pour être vrai, mieux valait ne pas faire souffrir ce jeune homme. Donc elle avait décidé de mettre fin à leur relation. Mais l'amour a dominé, donc finalement, ils ont entamé une relation. Kader a fini par découvrir toute la vérité sur Oulimata. Ils vivaient leur amour. Malgré la découverte de cette vérité, oui, par moments terrible, Kader est resté. Oui, ce qui veut dire qu'il était réellement amoureux. Oui, c'est ça. Mais, comme tous les jeunes hommes, il aime découvrir. Et Oulimata, avec ses mutilations physiques, elle ne voulait pas trop s'ouvrir à ce côté de la vie amoureuse. Quand Kader essayait d'approcher Oulimata, il était face à un rejet, à un mur. Un mur, c'est ça. Donc, ça un soir, qu'ils étaient ensemble à la plage, quand il a voulu approcher Oulimata et qu'elle a réagi comme ça, il s'est énervé lui aussi. Et c'est vers le chemin de retour qu'ils ont fait cet accident-là. Un malheur ne venant jamais seul, l'accident va séparer définitivement Kader et Ouli. Le fils de milliardaire continuera ses soins en France et Ouli, la fille de l'aveugle, restera au pays. Un séjour à l'hôpital qui comptera quand même des points positifs. Grâce à la chirurgie esthétique et au soutien du docteur Ami Traoré, une combattante de l'excision, Ouli sera séparée définitivement des affres de l'infibulation et de l'excision. Une épine enlevée de son pied, plutôt de son corps, de son esprit. Et une nouvelle vie commence à côté de son père, qui, durant l'hospitalisation de Ouli, avait appris à vivre seul et à se nourrir chez la gargotière Sali. Une présence féminine qui ne plaisait pas à Ouli, qui doutait de la sincérité des actes de la gargotière et gérante du clando du coin. Et Sali, en plus de nourrir le père d'Ouli, proposait du travail à Ouli dans son clando, ce que cette dernière refusa. Un refus que Sali considérait comme une humiliation. Très patiente, elle attendra Ouli au tournant. Quelque temps après, le père de Ouli tomba malade et avec son accident, il ne pouvait plus danser pour subvenir à leurs besoins. Très maladroite et pas bonne cuisinière, sa vie de domestique ne va pas durer longtemps. Seule solution, accepter le travail jadis proposé par Sali, la gérante du clando du coin. Dans le bar de Sali où Ouli travaillait, elle était l'agnelle au milieu des loups entre caresses, bisous et autres gestes indécents des ivrognes. Elle avait du mal à faire face, sans compter la vengeance de Sali qui ne tardait pas à prendre forme. Sali, pour se venger, livra à Ouli à des loups qui fréquentaient son clando en la droguant. Au réveil d'Ouli,
Déception. Elle a été violée par combien de personnes? Par qui? Aucune réponse. Sally s'était vengée d'elle. Une vengeance délectable et raffinée, mais méchante et destructrice. Sally l'araignée l'avait fixée sur sa toile et l'avait sucée vivante. Violée, elle se retrouve avec une grossesse. Que faire face à une Sally très puissante parce que fréquentant les gens d'en haut? Se résigner et vivre sa grossesse tout en épargnant l'idée d'infanticide. Entre-temps, fallait trouver un travail pour vivre. Gagné par la frivolité, la légèreté et une autodestruction progressive, Ouli retourne dans la rue, dans la peau de la prostituée et son ventre qui prenait du volume ne la gênait pas devant ses clients. Mais avait-elle le choix? Son métier lui permettra d'économiser de l'argent et d'accoucher loin de son père qui, étant aveugle, n'avait pu remarquer la grossesse de sa fille. Son garçon naîtra et avec lui, elle ne passera que quelques minutes avant de le déposer devant une pouponnière pour qu'il continue sa vie loin du calvaire d'une mère sans moyens et d'un grand-père aveugle. De loin, Sally, la gargotière et gérante de Clando Lépier. Elle n'avait pas fini de se venger et ne tardait pas à dénoncer Ouli à la police pour infanticide. Ouli sera cueillie et incarcérée. Elle se savait innocente, mais pour protéger la vie de son fils, elle préféra garder son secret et purger sa peine. Après 2 ans, 2 mois, 3 jours, elle sera amnistiée sans personne pour l'attendre à la sortie et sans bagage. Naturellement, elle retourne dans la rue, endroit qu'elle connaît le mieux en plus de la prostitution. Elle se frotte à la drogue et retourne à l'hôpital pour une cure de désintoxication. Mais heureusement, il y a Sidiki. Sidiki, le bienfaiteur de Goudiri, qui revient une deuxième fois dans la vie de Oulimata. Oui, parce que quand Oulimata est sortie de l'hôpital, elle a rencontré Sidiki qui travaille là-bas comme balayeur. Donc quand Sidiki a été tenu compte de la vie de Oulimata et de son père, il s'est porté garant pour les prendre sous sa charge. Il les a hébergés, il leur donnait tout ce dont il avait besoin. Il est même allé jusqu'à chercher un travail à Oulimata. Maintenant, on peut dire que la vie de Oulimata était devenue rangée. Son père n'avait plus besoin de manger. Il avait en Sidiki un frère sur qui il pouvait compter. Mais Oulimata pensait par moments que Sidiki avait une autre idée derrière la tête, oui. Peut-être l'épouser. Oui, parce que tout ce qu'elle a eu à vivre, toutes les choses qu'on faisait pour elle, c'était par intérêt. Donc elle ne pouvait pas comprendre qu'il soit aussi gentil avec elle, avec son père. Elle pensait qu'il avait l'intention de l'épouser ou bien il était amoureux d'elle, mais ce n'était pas ça. Sidiki lui a fait comprendre que s'il faisait ça, c'est parce qu'il voyait Ouli et son père comme il voyait Ouli comme sa sœur et Danfa, le père de Ouli, comme son père. Oui. Mais quelque temps après, Ouli a commencé à se sentir mal. Quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'elle était atteinte du sida. Son bonheur sera très très éphémère. Oui, ce sera de courte durée. Quand elle a découvert ça, elle a décidé d'abandonner son père et Sidiki, puisque maintenant elle avait la certitude que son père était bien pris en charge par Sidiki, que son père avait quelqu'un sur qui compter. Elle pouvait les quitter maintenant puisque sa vie était finie en quelque sorte. Elle a écrit une lettre qu'elle a posée là-bas, expliquant à Sidiki ce qui s'est passé, pas la vérité, mais lui disant qu'il fallait qu'elle s'en aille et que ce n'était pas la peine de la chercher. Là, elle a été internée à l'hôpital où elle passera le reste de sa vie et où elle nous raconte cette histoire le jour de son anniversaire de ses 24 ans. À 24 ans, elle ne sera jamais cette fille rêvée, épanouie, entourée de ses parents. Disons, pour reprendre le titre du premier chapitre de ce livre, sa vie ne sera que perpétuelle lutte, perpétuelle souffrance, la rue, l'hôpital, la prison. Oui, sa vie était... durant toute sa vie, elle a vécu ces difficultés-là. Et sa vie se termine par cette difficulté, par le sida. Donc elle n'a jamais connu le bonheur.
elle a toujours lutté, mais en vain. Le sida à côté de la stigmatisation. Oui, parce que la société voyait, quand il voyait quelqu'un atteint du sida, c'était des personnes exclues. La chambre même qu'elle partageait, les malades avec qui elle partageait ça, comme l'homme qui était un homme riche, qui avait des femmes, sa famille, ses femmes l'avaient abandonné là-bas. Le petit Sidi, un enfant de 8 ans, lui aussi, sa mère était décédée 2 mois avant, sa mère était atteinte du sida. Maintenant, son père, on dirait que son père a peur de lui. Il ne vient pas souvent le voir. Donc, ceux qui sont atteints du sida sont mis de côté, en quelque sorte, par la société. La souffrance continue quelque part pour Ouli. Elle n'a plus aucun espoir, peut-être l'espoir de reposer en paix à Tienfala. Oui, reposer en paix à Tienfala parce que les moments de bonheur qu'elle a eu à vivre, c'est à Tienfala, son enfance. Donc elle a l'espoir de reposer en paix à Tienfala, mais ce n'est pas sûr parce qu'elle n'avait plus ni amis ni parents. Plus personne ne savait où était Oulimata. Et risquait d'être enterrée comme un anonyme. Oui, c'est ça, anonyme, parce qu'elle n'avait plus personne. Ndeye Fatou, quand on lit ce livre, Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb, on retrouve ce visage affreux, très très affreux de la société sénégalaise. Oui, ce visage affreux. De la société africaine de manière générale, oui. Parce que l'histoire commence à Bamako. Parce qu'on se rend compte en lisant cette œuvre que les Africains, en quelque sorte, prennent leur intérêt. Ils mettent leur intérêt en avant. C'est ça, parce que Oulimata, surtout, je parle de notre société, surtout ce que Ouli a vécu ici, tous les affres qu'elle a eu à vivre ici. Quand elle était à Bamako aussi, un jour, elle et son père sont partis dans les maisons pour demander l'aumône. La dame ouvre et lui dit: tu ne pouvais pas attendre, ce matin tu viens là et maintenant ma journée est gâchée. Elle a refermé la porte. Même le père de Oulimata s'est mis à rire parce qu'il s'est dit comment est-ce que nous pouvons être responsables du malheur qu'elle va vivre dans cette journée. Comme pour dire, la société africaine de manière générale vit de superstitions. Oui, vit de superstitions, comme ce qui s'est passé à Tienfala. Au lieu de se dire que la société avait été causée par ça, ils se disent que il a été coupable, c'est la punition des ancêtres. Ils n'ont pas cherché plus loin. La faute à la société traditionnelle, mais aussi à la société moderne, parce que si cette tranche de vie de Ouli chez Tonton Saliou a été gâchée, c'est à cause des coups d'État. Oui, parce que Tonton Saliou, qui était aussi dans la politique, parce que lui, il défendait les intérêts de l'opposition. Donc, ceux qui étaient au pouvoir ont voulu gâcher ça et ils l'ont accusé de coup d'État. Il a été arrêté avec sa femme. Et personne ne l'a ils n'ont jamais refait surface. Ils n'ont jamais refait surface. Personne n'a su ce qu'on a fait d'eux. Ndeye Fatou, quand vous avez fini de lire le livre, vous avez changé de comportement à l'endroit des mendiants, des aveugles. Qu'est-ce que ça vous a fait? Il y a eu une prise de conscience, quelque chose que vous avez senti après la lecture de ce livre, Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb? Oui, parce que moi, toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer et qui ont lu l'œuvre, ils ont été vraiment captivés par l'œuvre. Donc, ce que j'ai pu savoir à travers l'œuvre, j'en tiens compte maintenant. D'accord, en tout cas, vous dire merci beaucoup, merci Ndeye Fatou. J'espère que cet échange a suscité en vous l'envie de lire Le regard de l'aveugle, un livre bien écrit, un livre qui va au fond de la société sénégalaise. Nous avons essayé de faire le tour de l'œuvre, mais sûrement il reste des choses à compléter et nous allons le compléter avec le chef suprême du temple, Monsieur Songué Diouf, avec notre templier journaliste Soda Maron.
plutôt Soda Marème Maron. Mais aujourd'hui, vous allez nous permettre une petite digression dans l'art. Une digression pour honorer des Templiers qui ont eu à prendre part à l'émission et qui ont été honorés par la francophonie lors du concours des 10 mots. Parce que c'est une jeune fille qui revient, Soda Marème Maron du lycée Seydina Limamou Laye, lycée d'excellence aussi pour le concours général. Alors, le prix, terminal L2. J'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai gagné le premier prix des niveaux secondaires. J'ai aussi gagné un prix supra encouragement, oui. Je suis très contente, très fière, fière du club, fière vraiment. C'est le mot qui... Vous n'arrivez pas à trouver les mots. Je suis très contente, vraiment. Je suis très contente pour moi, pour mon école, pour mon club et tout ça. Bonjour chers téléspectateurs de la TFM et bienvenue au Tampieto. Je suis Soda Marème Maron, élève en classe de terminale L2. Aujourd'hui, nous accueillons M. Songué Diouf, professeur de philosophie et coordonnateur du club. Bonjour monsieur. Bonjour Soda Marème. Pour commencer, ce qui m'a le plus frappé en lisant le livre, c'est que on ne peut pas distinguer des dates précises sur lesquelles des dates précises qui pourront nous édifier sur le contexte historique de l'œuvre. Pourriez-vous nous éclaircir un peu là-dessus, nous dire quel est le contexte historique de l'œuvre? Je dois dire qu'il n'y a pas de contexte historique. La réponse est très simple, c'est que c'est un choix délibéré de l'auteur que d'inscrire ce qu'il dit dans la durée. Parce que quand tu parles de contexte historique, c'est une manière de figer le récit, de l'enfermer dans un espace et dans une époque bien déterminée. Or, justement, quand on veut faire œuvre d'éternité, quand on veut produire une œuvre qui soit valable, comme on dit, ad vitam aeternam, ça veut dire une œuvre dans laquelle l'humanité pourrait se mirer de façon éternelle, on évite justement la datation. Ce qui fait que si tu fais attention au travail de Mamadou Samb, dans cet ouvrage-là, justement, Le regard de l'aveugle, on a le sentiment qu'il y a une contraction du temps. Parce que le récit s'ouvre sur la séquence dans laquelle l'héroïne ou Limata est déjà à l'hôpital atteinte de sida. Et le récit, si tu fais attention, se refermera également sur les pages de cette héroïne-là qui a fini de dire adieu à son père, qui a fini de dire adieu à ses bienfaiteurs et donc qui part justement pour l'éternité. Ça veut donc dire quoi? Mamadou Samb a un style d'écriture tel qu'il échappe justement au temps. Il fait en sorte que ce qu'ils disent soit valable pour aujourd'hui, soit valable pour demain, soit valable de toute éternité. C'est pourquoi il y a absence de repères, il y a absence de date précise. Donc c'est un choix délibéré de l'auteur lui-même. Les gens se tiraillent des fois concernant le genre littéraire de l'œuvre. Certains disent que c'est un récit et d'autres disent que c'est un roman. Vous me demandez donc de se prononcer sur le fait que cet ouvrage est un récit ou bien à quel genre il appartient. Je disais que l'ouvrage lui-même répond d'une certaine manière du point de vue de sa présentation. Parce qu'après le titre, vous avez ici écrit quelque part, je ne sais pas si la caméra reproduit bien l'ouvrage, c'est écrit ici « récit ». Donc ça veut dire que de la part de l'auteur et de la maison d'édition Edisal, ils inscrivent ce que vient de dire M. Mamadou Samb dans le registre du récit. Mais en faisant un roman, comme je le fais moi volontairement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le roman, d'une certaine manière, c'est le genre des genres. Pourquoi je dis que le roman c'est le genre des genres? C'est parce que le roman il est englobant. Quand on fait du roman, on fait de la place, on peut faire de la place à du théâtre, on peut faire de la place à de la poésie, on peut faire de la place à des nouvelles. Et l'ouvrage satisfait directement à ces critères-là. Il y a des moments où c'est tout à fait un poème qui est déclamé. Il y a un moment où c'est une nouvelle, par exemple avec l'histoire de Danfa, avec les pérégrinations de Ouli de son père, son voyage de Dakar à Bamako. Et donc ça veut dire qu'au fond, on pourrait faire un roman. Du point de vue d'abord du style, c'est écrit en prose, du point de vue également de la longueur, et également du point de vue même du style.
Donc tant et si bien que je crois que c'est un faux débat que de se demander s'il faut l'appeler un récit ou s'il faut l'appeler un roman. Il faut l'appeler un roman et en tant qu'il est un roman, il y a une part de récit, il y a une part de nouvelle, il y a une part de théâtre. Bref, c'est un superbe texte au fond. Où peut-on classer ce roman? Est-ce un roman historique ou un roman de mœurs? Disons, ce n'est pas un roman historique parce que déjà, que la volonté de l'auteur est de soustraire ce qu'il dit au temps, ça ne peut pas être un roman historique. On pourra dire que ce roman est à la fois un roman de meurtre, mais on pourra dire également que c'est une forme de condensé de toutes les tares de la société sénégalaise. Les thèmes sont tellement variés, ça va de la prostitution, ça va de l'excision, ça va de la stigmatisation dont sont victimes ces personnes-là. Il y a le thème de l'exil, il y a le thème de l'étranger, il y a le thème de la souffrance, le thème de la douleur, etc. Ça veut dire qu'au fond, c'est la société qui est convoquée dans un face-à-face avec elle-même. Et regardez le titre, quand il dit le regard de l'aveugle. En particulier, en principe, j'allais dire, un aveugle ne regarde pas. Mais c'est une façon imagée de dire quoi? Que nous sommes aveugles par rapport à la réalité qui se trouve même à nos pieds. Ça veut dire que nous regardons, mais nous regardons sans voir. Et ce que nous regardons sans le voir, l'aveugle, lui, il le voit non pas avec l'œil du corps, mais il le voit avec l'œil de l'âme. Et donc, Mamadou Samb, de manière magistrale et subtile, tout au long de ces pages-là, il convoque la société sénégalaise dans un face-à-face avec elle-même. Il nous demande de nous arrêter, de nous regarder dans un miroir et de prendre véritablement acte avec l'ensemble des tares et des mots véritablement de cette société-là. Et quels sont les différents thèmes abordés par l'auteur? Les différents thèmes, je viens de les énumérer et la liste n'est pas exhaustive. Nous avons le thème de la prostitution. Par exemple, à travers Ouli, qui a été une prostituée sans elle. Nous avons également le thème du sida, avec ces passages terribles sur l'enfant Sidi, qui incarne l'innocence, qui a le sida sans savoir pourquoi il a le sida, et sans savoir même ce qu'est le sida. Il y a également le thème de l'exil, il y a le thème de la souffrance, il y a le thème du drame intérieur, il y a le thème de la solitude existentielle. Pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné, c'est la personnage principale, l'héroïne Ouli, qui dit « Les autres souffrent pour moi, ils souffrent avec moi, ils ne peuvent jamais souffrir comme je souffre ». Ça veut dire quoi? Qu'il est en train de montrer que le rapport qu'il entretient avec sa douleur est un rapport de pure intériorité. Mais ça veut dire que c'est un roman au thème inépuisable. Mais on pourrait retenir 4 thèmes fondamentaux. Le thème de l'excision, le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de la souffrance. Il y a également le thème de la stigmatisation, le thème relatif justement aux maladies telles que le sida. Donc voilà véritablement la structuration fondamentale de cet ouvrage-là. Concernant le style de l'auteur, Mamadou Samb a souvent tendance à utiliser le jeu. On voit que le jeu revient encore et encore. On se croirait même entre guillemets au romantisme, avec l'isme personnel et tout. Selon vous, pourquoi Mamadou Samb a tendance à utiliser le jeu dans c'est vrai que, comme il le dit lui-même dans le propos inaugural, ce n'est pas un roman autobiographique. Parce qu'en principe, le jeu, c'est surtout caractéristique des romans autobiographiques, Camara Live, dans L'Enfant Noir, etc. Ce sont des ouvrages qui commencent par jeu parce que c'est une personnalité, c'est un moi individuel qui se projette. Alors que ici, ce qu'il dit, ce n'est pas la vie d'un individu, ce n'est pas la vie d'une époque, mais c'est simplement un tableau véritablement ramassé de l'ensemble de ce que présente la société sénégalaise. Donc on peut être surpris en réalité qu'il y ait l'emploi de ce jeu-là. Mais on l'explique par une chose, je peux tenter une explication. C'est qu'il est en train de faire en sorte que le lecteur s'approprie le contenu même de ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire que quand toi, jeune fille Marème Soda, tu lis le roman de Ouli, que tu sois Ouli avec Ouli. Quand il parle de Oumi, que tu sois Oumi avec Oumi. Donc le jeu permet simplement de déplacer un peu la caméra du lecteur, non pas de déplacer la caméra du personnage principal vers le lecteur et également du lecteur vers le personnage principal. Mais c'est une manière de faire en sorte que le lecteur communie et presque fasse un, de manière presque charnelle, avec l'héroïne et le personnage principal du roman. Donc là également c'est un choix et c'est un procédé d'écriture assez subtil et qui est caractéristique justement des grands maîtres de la littérature. Oui, c'est ce que vous dites, je l'avais même remarqué, surtout le passage où le passage du couteau chauffé avec Fanta, on se croirait à la place de Fanta. Absolument. On croit que c'est nous qui ressentons la douleur et Absolument. tout. Oui. Et donc, si tu as eu ce sentiment-là, il faut dire que Mamadou Samb a réussi. Parce que son projet n'était autre que de faire en sorte que vraiment il n'y ait pas entre toi et ce qu'il dit des rapports d'extériorité. Que tu fasses comme si c'était toi Ouli. Parce que c'est vrai que tu as parfaitement raison. Ce passage, moi-même, en tant que mâle, entre guillemets, m'a beaucoup ému. Parce que je me suis mis presque à vouloir verser des larmes. Parce que la description, il y met tous les ingrédients, il y met tous les moyens pour qu'encore une fois, on se transpose dans l'intériorité du personnage principal et qu'en fait, on ne fasse un, que la fusion soit véritablement
véritablement charnel et complet. Merci, Monsieur Diouf. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir aidé à me prononcer sur ce bel ouvrage, encore une fois, de Mamadou Samb, Le regard de l'aveugle. C'était tout pour le Tempietto. Merci, à bientôt. Merci au professeur Songué Diouf, merci à notre templier journaliste Soda Marème Maron. Sans plus tarder, nous allons accueillir la grande gardienne du temple. Aujourd'hui encore, c'est une fille et c'est sous son contrôle que va se faire la rubrique à l'épreuve des mots. Merci beaucoup. Merci au lycée Limamoulaye. Marie-Annick Thiam, vous avez la parole. Tout d'abord, je vous remercie et je vous salue, chers téléspectateurs et chers publics, les aimables clapiens que j'aime beaucoup. Donc, après Astou, notre vedette Ndeye Fatou, et aussi notre brillante journaliste Soda Marème Maron, que je félicite de passage, qui a eu à remporter le premier prix supranational et international des 10 mots de la conformée. Merci et encore félicitations à Soda Marème Maron. Et aussi à M. Diouf, qui est notre coordinateur, qui ne nous a pas lâché du tout et qui nous est d'une grande aide. Nous prenons le relais avec les soldats de la littérature. Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb reste le principal support des mots extraits de l'œuvre qui les soldats vont décortiquer pour vous, chers téléspectateurs. Le premier sur la liste répond au nom de Alpha Samb Dia. Pour Alpha Samb Dia, nous avons les deux mots R et déguenillé. Tout d'abord, R. R s'écrit. H. L'accent grave. R. E. Classe grammaticale. C'est un nom commun masculin. Définition. Homme misérable, malheureux. Synonyme. Insignifiant, pitoyable, indigent. Homonyme. R. 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 Alors, il s'écrit comment ces mots-là? Premier R. A. I. R. Deuxième R. A. I. R. E. Troisième R. R. E. R. Quatrième R. E. R. R. E. Okay. Antonyme. Antonyme, il y a riche, nati. Paronyme. Il y a R avec E, R, E. Et R avec E, E, R, R, E. Dérivation. Grande gagne d'une tablée. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de dérivation à ce mot. D'accord. Déguenillé. Déguenillé s'écrit D, l'accent aigu, G, U, E, I, N, L, L, l'accent aigu. Classe grammaticale. C'est un adjectif qualificatif. Définition. Qui porte des vêtements en très mauvais état. Synonyme. Malpropre, terne, locte. Homonyme. Grande gagne du templier. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'homonyme à ce mot. Antonyme. Antonyme, soigneux, consciencieux, chic, élégant. Paronyme. Désolé. Grande gagne du templier. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de paronyme à ce mot. Dérivation. Dérivation, guenille. Merci Alpha Samb Dia. Merci beaucoup Alpha et merci de passer auprès de la grande gardienne du temple, récupérer un livre, Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb ou La malédiction de Rabi du colonel Momar Gueye. Le regard de l'aveugle offert par la direction du livre et La malédiction de Rabi offert par l'auteur lui-même. Merci au professeur Momar Gueye. Grande gardienne, vous avez la parole pour une définition. Donc, la définition de la classe grammaticale. La classe grammaticale d'un mot, c'est sa nature. Il existe 9 classes grammaticales, 5 classes de mots variables. Les noms, les prénoms, les pronoms, les verbes, les adjectifs qualificatifs, les déterminants. 4 classes de mots invariables, les adverbes, les prépositions, les conjonctions, les interjections. Attention,
Un mot peut changer de classe grammaticale selon le contexte. Exemple, l'amoureux s'assoit sur un banc en attendant sa bien-aimée. Le prince amoureux s'assoit sur un banc en attendant sa bien-aimée. Dans la première phrase, amoureux est un nom tandis qu'il agit comme adjectif dans la seconde phrase. Maintenant, nous allons passer... Merci, grande gardienne du temple. On dirait qu'elle est dans sa classe. Très, très clair. Vous avez la parole. Donc, maintenant, nous allons passer à Mam Yacine Nyan. Mam Yacine, bienvenue. Pour Mam Yacine, nous avons les deux mots, sanguinolent et vicissitude. Commençons par sanguinolent. Oui, sanguinolent s'écrit S-A-N-G-U-I-N-O-L-E-N-T. Sanguinolent. Classe grammaticale. Pour la classe grammaticale, c'est un adjectif qualificatif. La définition. La définition, c'est marqué par des effusions de son. Synonyme. Pour les synonymes, j'ai pu obtenir saignant, sanglant et ensanglanté. Homonyme. Malheureusement, grande gardienne du temple, je n'ai pas pu obtenir d'homonyme à ce moment. Antonyme. Pour antonyme, on a immaculé. Paronyme. Malheureusement, grande gardienne du temple, je n'ai pas pu avoir de paronyme à ce moment. Dérivation. De même que pour les dérivations. Ok, d'accord. Donc, vicissitude. Vicissitude. V-I-C-I-S-S-I-T-U-D-E-S. Vicissitude. Classe grammaticale. C'est un nom au féminin. Définition. C'est un ensemble d'épreuves malencontreuses liées au hasard. Grande gardienne, juste une précision. Vicissitude, un nom au féminin, mais toujours au pluriel. C'est bien ça? Oui, c'est au pluriel. Merci, continuez. Merci. On a été au synonyme. Pour les synonymes, on a aléa, péripéties et contraintes, difficultés. D'accord. Homonyme. Malheureusement, grande gardienne du temple, je n'ai pas pu avoir d'homonyme à ce moment. D'accord. Antonyme. Pour les antonymes, on a bonheur, gaieté et épanouissement. Paronyme. Je n'ai pas pu trouver de paronyme à ce moment, malheureusement. Dérivation. Non plus pour les dérivations. Donc, merci pour ces définitions. Merci. Merci beaucoup. Merci de passer auprès de la grande gardienne du temple. Le temps, peut-être qu'un autre soldat de la littérature se prépare. Elle a la malédiction de Rabi, du colonel Momar Gueye. Rabi l'a violée, l'a condamnée à mourir avant sa naissance. Grande gardienne, vous avez la parole pour une définition. Pour cette fois-ci, les synonymes. On appelle synonymes des mots de même sens ou de sens très proche. Exemple, flemmard et paresseux. Maintenant, nous appelons Neykouna Gueye. Merci de l'accueillir, Neykouna. Pour Neykouna, nous avons les deux mots suivants, galvaniser et inextinguible. Allons-y d'abord pour galvaniser. Pour galvaniser, galvaniser s'écrit G-A-L-V-A-N-I-S-E-R. Classe grammaticale. C'est un verbe transitif du premier groupe. Définition. Définition. Animé d'une énergie, d'un dynamisme teinté d'enthousiasme. Synonyme. Synonyme, nous avons poussé, motivé et enthousiasmé. Homonyme. Homonyme, grande gardienne du temple. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'homonyme à ce mot. D'accord. Antonyme. Antonyme. Pour les antonymes, nous avons découragé, désespéré et en fait démoralisé. Paronyme. Pour les paronymes, grande gardienne du temple. Malheureusement, je n'ai pas pu non plus trouver de paronyme à ce mot. Dérivation. Dérivation, nous avons galvanisant, galvanisme et aussi galvanisation. Inextinguible. Inextinguible. Pour inextinguible, il s'écrit I-N-E-X-T-I-N-G-U-I-B-L-E. Inextinguible. Classe grammaticale. Classe grammaticale, c'est un adjectif qualificatif
invariant en genre. Définition. Définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas satisfaire ou bien atteindre. Synonyme. Synonyme. Pour les synonymes, nous avons boulimique, insatisfaisant, insuffisant, inapaisible et boulimique. Antonyme. Pour les antonymes, nous avons satisfaisant, adéquat et complet. Paronyme. Paronyme, il n'y a qu'un seul mot, c'est inextensible. D'accord. Dérivation. Malheureusement, grande gardienne du temple, j'ai pas pu trouver de dérivation à ce mot. Merci. Merci beaucoup, très très rigoureuse. Merci de récupérer votre livre auprès de la grande gardienne du temple. Merci beaucoup. Les regards de l'aveugle de Mamadou Samb offerts par la direction du livre. Merci à la direction du livre. Grande gardienne, vous avez la parole pour une autre définition. Cette fois-ci, nous venons avec les homonymes. On appelle homonymes des mots qui ont la même prononciation, c'est-à-dire homophones, mais avec des sens différents. Exemple, vers, V-E-R-T, vers, V-E-R, vers, V-E-R-R-E, vers, V-E-R-S, vers, V-A-I-R. En allant vers le verger de mon père, j'ai rencontré un ver dans un verre. Maintenant, le prochain sur la liste répond au nom de Abdoulaye Ly. Abdoulaye. C'est bien. Aujourd'hui, on a des garçons et des filles. C'est pas comme les numéros précédents. C'est un mixage. C'est ça, d'hommes et de femmes. Donc pour Abdoulaye, nous avons les deux mots suivants. Deven et épique. Deven. Deven s'écrit D, E accent aigu, V, E, I, N, E. Deven. La classe grammaticale. Deven, c'est un nom commun de genre féminin. Définition. Définition. Deven ona signifie manque de chance. Synonyme. Synonyme. Il y a malchance, mésaventure, on a guigne et poisse. Antonyme. Antonyme. Antonyme, on a chance et obéissance. D'accord. Paronyme. Paronyme. Bon, grande gardienne du temple. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de paronyme du mot Deven. D'accord. Dérivation. Dérivation, on a le mot veine et vénard. Ok, d'accord. Épique. Épique. Épique s'écrit E accent aigu, P, I, Q, U, E. Classe grammaticale. Classe grammaticale. C'est un adjectif qualificatif. Épique. Définition. Définition. Épique signifie qui présente une suite d'événements aventureux. Synonyme. Synonyme. On a mémorable, historique, inoubliable. Homonyme. Pour les homonymes, malheureusement, grande gardienne du temple, on n'a pas pu trouver d'homonyme du mot épique. Antonyme. Antonyme, on a passagère, temporaire, éphémère, vif, prompt. Antonyme. Excusez-moi, donc je voulais dire paronyme. Paronyme. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de paronyme du mot. C'est pas grave. Épique. Dérivation. Dérivation non plus. On n'a pas pu trouver une dérivation du mot épique. Merci, monsieur Abdoulaye. Merci beaucoup. Passez récupérer votre livre auprès de la grande gardienne du temple, Marie-Annick Thiam. La malédiction de Rabi, offerte par le colonel Momar Gueye. Grande gardienne, vous avez la parole. Je reviens encore avec une autre définition. Les paronymes. On appelle paronymes des mots dont l'orthographe ou la prononciation sont presque identiques. Exemple, cabriolet, C-A-B-R-I-O-L-E-R et cabriolet, C-A-B-R-I-O-L-E-T. La dérivation consiste à construire des mots en ajoutant à des radicaux la base des mots, des affixes qui sont placés soit devant le radical, des préfixes, soit après le radical, des suffixes. Exemple, avec le verbe passer qui peut avoir comme dérivé
dépasser, outrepasser, passage, passoire. Maintenant, nous appelons la dernière sur la liste, Khadijatou Gueye. Avec Khadijatou, nous avons les deux mots suivants, flétri et infâme. D'abord, flétri. Bon, épellation pour flétri. Flétri s'écrit F-L, accent aigu, T-R-I-E. Classe grammaticale. C'est un adjectif qualificatif. La définition. Qui s'est terni par l'âge ou les excès, qui a été déshonoré. Synonyme. Synonyme, j'ai vieilli, fané, terni, aveli et rabaissé. Homonyme. Désolé, grande gardienne du temple, je n'ai pas pu trouver d'homonyme pour flétri. D'accord. Antonyme. Antonyme, vivante, vivace, glorifiée, louée, célébrée. Paronyme. Grande gardienne du temple, malheureusement, je n'ai pas pu trouver paronyme pour flétri. Dérivation. Dérivation, j'ai flétrissure et flétrissement. D'accord. Maintenant, infâme. Infâme s'écrit I-N-F-A, accent circonflexe, M-E. Classe grammaticale. C'est un adjectif qualificatif. La définition. Personne dont le comportement inspire le mépris. Synonyme. Répugnant, infect, honteux, ignoble, odieux et indigne. Homonyme. Homonyme, malheureusement, grande gardienne du temple, je n'ai pas pu trouver d'homonyme pour... D'accord. Antonyme. J'ai adorable, appréciable, affectueux et honorable. Paronyme. Paronyme, infime. Dérivation. Et infâme. Merci, mademoiselle Khadijatou Gueye. Merci à la grande gardienne du temple, merci à Khadijatou Gueye. Merci aussi de passer auprès de la grande gardienne et récupérer votre livre. Voilà, elle récolte le regard de l'aveugle de Mamadou Samb. Maintenant, on va permettre à nos soldats de la littérature, ou bien, de manière, c'est bien ça, on va permettre à nos soldats de la littérature de souffler un peu et faisons un tour chez le Templier de l'écriture. Je m'appelle Ibrahima Masseck Diop. Je suis né au Cayor. Je suis né en 1944. Et aussi, bon, je suis de la tradition Tchado. Je suis en même temps, comme vous le dites, petit-fils de l'Ador. Le Cayor représente une partie de notre histoire parce qu'elle symbolise la résistance. Après nos études primaires au Cayor, nous sommes allés à Saint-Louis pour nos études secondaires au lycée technique. Par la suite, nous avons embrasé une carrière pédagogique, c'est-à-dire enseignant. Nous avons été instituteurs. Nous avons fait tous les systèmes d'enseignement pendant 40 ans. Je suis conseiller au conseil économique et social et en même temps, je suis écrivain. J'ai fait tous les systèmes d'enseignement. J'ai lancé la méthode CLAP. J'ai fait partie des pionniers. J'ai lancé la méthode de l'enseignement télévisuel. J'ai fait partie des pionniers. J'ai lancé aussi l'enseignement des langues nationales. Nous avons enseigné les langues nationales du CI au CM2. C'était une expérience. L'enseignement, c'est notre cancer sociétal. C'est le cancer sociétal. L'enseignement au Sénégal, bon, depuis des années, nous avançons, nous gérons le quotidien, mais ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas ce que nous avons connu. Les élèves vont à l'école, mais ils n'apprennent rien du tout.
nous avons enseigné 40 ans. Mais l'enseignement est un sacerdoce. C'est une mission qu'il faut remplir vis-à-vis du pays, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des élèves. Donc, si nous voulons construire une nation modèle, il faudra revenir sur nos valeurs. Ces valeurs, il faut l'inculquer aux enfants. Il faut bâtir une feuille de route. Une feuille de route, c'est quoi? Chercher qu'est-ce que nous devons faire pour apporter à la société ce qu'elle cherche. C'est-à-dire bâtir une société durable, efficace, une société scientifique. Une société qui règle les problèmes de la nation. C'est ce qui nous manque. C'est pourquoi nous tournons en rond. Nous devons corriger ces fautes. Et ça, c'est le devoir de l'enseignant. Mais aujourd'hui, l'enseignant n'a pas d'objectif. L'enseignant n'a pas d'objectif. Si nous voyons ce qui se passe depuis des années, on a l'impression qu'on ne veut rien faire pour le pays. Mais on veut tout pour soi. Je suis entré dans l'écriture parce que, comme vous le dites, je crois que c'est une mission. Parce que nous avons regardé pendant longtemps la société. Et nos premiers écrits partaient de la critique de la société. En 1966, quand nous avons commencé à critiquer la société, nous écrivions et nous donnons ces écrits au centre d'alphabétisation. Dans tout le Sénégal, vous trouverez mes écrits dans les centres d'alphabétisation. Alors, c'est pourquoi nous sommes revenus sur les événements de mai 68. Nous avons écrit un roman sur les événements de mai 68, parce que c'est des événements politico-syndicaux. Nous avons intitulé le titre « La République de mai 68 ». Par la suite, nous avons fait un recueil de poèmes Nitoutei, en langue nationale. Nous avons écrit une pièce sur la révolte au Kayor, c'est-à-dire la résistance, parce qu'il y a la mort de Djeri Dior à Thiès, il y a la mort de Samba Laobé à Tivaouane. Et actuellement, nous sommes sur un livre sur l'épopée de Lat Dior, depuis sa naissance, en passant par sa carrière, l'affrontement avec les Français. Nous sommes en train maintenant de terminer ce livre. Nous avons aussi un scénario sur Samba Laobé, qui doit être un film. Nous attendons les bailleurs de fonds. Le mal des sociétés africaines, c'est que nous oublions notre personnalité africaine par rapport à la société occidentale. C'est-à-dire, les intellectuels s'occidentalisent, renient leur culture, renient leur langue, renient leur société, et se glorifient de citer Descartes, Victor Hugo, Baudelaire. Moi, je crois que ce ne sera pas Baudelaire qui développera les pays africains. Ce n'est pas Victor Hugo qui développera le pays africain. Depuis 100 ans, nous citons Victor Hugo, mais je ne sais pas quel est l'apport de Victor Hugo dans la construction de l'Afrique. Il faut qu'on me dise, que les intellectuels me disent l'apport de Descartes, l'apport de Molière, que nous enseignons tous les matins à nos enfants, avec même quelquefois une chicotte. Il faut réciter Victor Hugo. Qu'est-ce que Victor Hugo nous a apporté dans la construction de la nation sénégalaise, dans la nation africaine? C'est pourquoi nous sommes en retard. Les Asiatiques sont partis. Ils oublient Victor Hugo, ils l'oublient. Ils n'ont rien à faire avec Victor Hugo, ni avec Molière. Il faut que nous construisions une société durable à partir de nous-mêmes, à partir de nos valeurs. Merci beaucoup. Maintenant, sortons un peu de l'œuvre pour quelques moments de détente, de distraction. Grande gardienne, vous avez la parole. Effectivement, c'est ça. Et nous allons un peu l'atmosphère. Et nous allons à l'épreuve des sons. Oui, c'est ça, à l'épreuve des sons, pour distraire les gens et se détendre un peu. Donc, le premier à plonger,
Évidemment que c'est un garçon, parce que j'ai dit un premier. C'est Djamil Sow. Il y a tout, les gars. Djamil, merci de piocher et de récupérer le micro. Le micro est plutôt de l'autre côté. Il veut récupérer le micro de la grande gardienne du temple. Non, il va remettre ça vite fait. Il va remettre ça. Alors, vous avez la phrase numéro 4. Allez-y. La pie pensant piper devant le paon pompeux qui papote. Alors, grande gardienne, vous dites quoi? Vraiment, je le veux. Rien à dire. Rien à dire, je le veux. Zéro faute alors, vous pouvez reprendre votre place. Prochain ou bien prochaine sur la liste? Prochaine sur la liste, c'est notre chère Ndeye Fatou Ndaw, trop fashion, qui vient avec un foulard. Ah bon, elle est très branchée, très in. C'est ça, trop fashion. On va voir avec l'addiction. C'est qu'elle va faire avec les phrases. C'est ça. La phrase numéro... Ah, elle soupire là. Elle soupire. C'est pas une très bonne nouvelle. C'est la phrase numéro... Je savais que j'allais tomber sur cette phrase. Alors maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de fermer les yeux et de plonger. Vous voulez encore piocher? Non. C'est sûr que les autres ne vont pas l'accepter. Non, elle est assez forte quand même. Elle va faire ça sans problème. Ah, c'est pas très évident. Allez-y. Ok, bismillah. Choisissons ces saucisses au chaud et sachons saisir ces... Des applaudissements les gars pour un peu la faire. Il faut l'encourager parce que c'est pas très facile. Ndeye Fatou, vas-y. Choisissons ces saucisses au chaud et sachons saisir ces anchois séchés. Pas mal. Bravo. Mais quand même, vous pouvez mieux faire. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est pas grave. Vous pouvez récupérer votre livre. Et prochain ou bien prochaine sur la liste? Phénoménal. Mohamed Lamine Paris Cissé. Paris. Wow. Merci de piocher. C'est chaud au cœur et ça fait peur en même temps. Vas-y, tu pioches. Un peu de prière, ok? Ça ira. Espérons. La phrase? Wow. La phrase numéro 3. Allez-y. Ça, c'est la phrase reine, quoi. Allons-y. Je bois aux 3 oies du bois du roi et qui boit l'oie. Al-Subhanallah. On recommence. Vous avez besoin de faire tout ça pour lire une phrase? Oui, c'est l'échauffement, quoi. Ah, d'accord, Okay. je n'avais pas compris. Bon. Mais là, on est loin de la reine. Hein? On est loin de la reine. Non, ça, c'est la reine de la bouche. Vas-y, la reine des lettres. Ouais. Bon, allons-y. Je bois aux 3 oies du bois du roi qui voit loi et droit chaque fois qu'il parle loi. Là, c'est le bon. Grande gardienne. Oui. Merci de récupérer votre livre, La malédiction de Rabi. Voilà, grande gardienne, prochain ou prochaine sur la liste? Nous avons une prochaine, l'élégante Adama Djamba. Adama, les applaudissements des gars. Adama ou Miss Limamoulaye, c'est ça? Ouais, c'est ça. Adama, merci de piocher. Elle est gracieuse, toute nonchalante, elle prend son temps. Vous avez la phrase numéro? Numéro 6. Alors, on vous écoute. La très courte phrase avec la gracieuse Adama. Déchu, lance, déçu, chute. Des applaudissements pour Djamba. C'est comme ça. Oui. Merci. Merci. Elle va encore piocher. Merci de récupérer juste un livre et partir avec le bout de papier. Merci beaucoup, Adama. Grande gardienne, prochain ou bien prochaine sur la liste? Là, nous avons un prochain, c'est Jean-Pierre Dioma. Jean-Pierre Dioma. Monsieur qui est trop contracté. Bon, je vais te demander de te décontracter. C'est ça quoi, lâche-toi. La phrase numéro? Phrase numéro 5. Alors, grande gardienne, nous l'écoutons. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Comme Rien vous à voulez. dire. C'est comme ça.
Le dernier ou bien la dernière avant la star de la lecture, avant la vedette de ce soir? En fait, elle est la dernière. Ah bon, d'accord. Donc, je vais faire l'honneur de lui passer ça. D'accord, c'est très gentil, grande gardienne du temple. Elle est toute gentille, toute modeste. Elle est la grande gardienne, mais elle accepte de faire le déplacement. Mais quand même normal pour la star de la lecture de ce soir. La vedette, elle a la phrase numéro? La phrase numéro 2. Ah, maintenant on écoute la vedette de ce soir, la star de la lecture. Un foufou, fouti foucha la foufol fonchon sans fanfare. Grande gardienne? Oui. Les gars, vous ne m'écoutez pas. À force d'être avec eux, on finit par être dans le bain. C'est comment encore? Ah! Merci beaucoup. Comme elle a des origines béninoises. Je vais dire c'est juste. C'est comme ça. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à la grande gardienne du temple, Marie-Annick Thiam. Merci aux soldats de la littérature. Maintenant, c'est la remise des lots de livres offerts par la direction du livre, mais aussi par le colonel Momar Gueye, l'auteur du livre La malédiction de Rabi. Merci beaucoup. Merci de venir avec les lots de livres. De l'eau pour Ndeye Fatou Ndiaye. Ablé Foulan, c'est bien ça? Oui, la vedette de ce soir, la star. Ndeye Fatou, bonne lecture. Merci. Merci beaucoup. Encore merci. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent l'émission L'Art. Merci à la direction du livre. Merci à l'auteur de La malédiction de Rabi, le colonel Momar Gueye. Merci aussi à l'association des écrivains avec à la tête le président Alioune Badara Beye. Merci à Claire Afrique qui nous offre ce décor, un décor qui veut dire beaucoup de choses pour la littérature sénégalaise, la littérature africaine de manière générale. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup et mille merci au lycée Limamoulaye, en l'occurrence M. Ndiaye et M. Songé Diouf qui nous ont facilité ce travail. Mille merci, c'est toujours un plaisir de vous servir. On se retrouve dans 15 jours. Et on dit quoi? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux élèves. Merci. Merci beaucoup, Ndeye Fatou. Merci elle est très vous. gentille. Merci. Elle est toujours souriante. Elle garde le sourire. Merci beaucoup. Avec l'art, un livre lu, c'est un monde parcouru.